Nora Jones, c'est Begin Again, c'est tout nouveau, moi j'aime beaucoup, 17h06 à Tunis, chaîne internationale. Puce à l'oreille avec Raouia Khader et Nourdine Cheuch. Oh yeah! Oh, thank you very much indeed. On remercie bien sûr Dakel Meliti pour ce jingle, il est sympathique comme tout. Raouia, elle est là Raouia, mais c'est incroyable, on l'applaudit d'abord. Plus fort, oh! Ça fait longtemps, hein? Alors j'ai commencé par ce disque-là pour te recevoir, Salut, est-ce que c'est bien ou pas? J'aime bien, mais Begin Again, mais il y a que ça. Enfin, je voulais quelque chose de un peu plus punchy quand même Un peu pour plus revenir. punchy, est-ce qu'il y a quelque chose de plus punchy? Par exemple, Come Back! Ah voilà, le comeback, ça c'était bien sûr Echoes, 17h10 à Tunis, chez l'Inter. Puce à l'oreille avec Raouia Khader et Nourdine Cheuch. Oh yeah! Et Mohamed Sidi à la technique, bien sûr. Vous écoutez RTCI. Mesdames, mesdemoiselles, mes vieux, bienvenue à Radio Champs-Élysées. Non, c'est Radio Tunis à l'international. Ça va, Raouia? Très bien, moi là j'aime beaucoup. Ouais. Pas besoin d'une troisième fois. Bah ouais, c'est incroyable, passer l'après-midi, chaque fois il y a un indicatif. Alors ça faire va? l'intro. Non, on va la répéter, c'est pas bon. On va la couper comme au cinéma. On la refait. On va la refaire. Cinéma. Vous avez fait du cinéma? Non. Non. C'est pas du tout facile. Bah, j'imagine. Ah ouais, parce qu'il y a des fois, une prise, on peut la reprendre, je sais pas combien de fois. J'imagine. Et puis, oui, il y a des metteurs en scène qui En fait, j'avais joué à l'époque un petit peu dans, vous vous rappelez le Hadra de Fadr Jazili, Ouais, donc il y avait ouais. le spectacle et D'accord. après ils l'ont tourné en film. Ouais. Et donc j'avais commencé par faire de la figuration pour le film et justement j'avais C'est arrêté. toi qui jouais le tambour, alors? Ben, j'ai rien joué puisque j'ai arrêté au bout de trois nuits blanches justement C'est vrai à tourner, à retourner, donc j'ai dit c'est bon. Oh, ouais, pour le Hadra, c'est un peu long, hein. Donc ça a pris beaucoup de temps. Quoique le spectacle, il est pas court oui, non plus, hein. Non. Mais c'est bien, on parle déjà directement du cinéma. De cinéma, puisque exactement. On est tombé en plein dans le Festival international du film amateur Arc Libia. Exactement, ça se passe en ce moment même, comme vous pouvez le deviner à travers le nom du festival. Ça se passe à Libya. Ça a démarré jeudi dernier et ça se poursuit jusqu'au 6 août. C'était prévu d'abord pour la semaine d'avant, mais vu le deuil, donc tout a été décalé. C'était prévu pour le samedi sûr, dernier, oui. la cérémonie d'ouverture. Ça a été décalé pour le jeudi et 1er août. Et là, c'est toute la semaine. Donc, il y a eu l'inauguration. Il y avait le ministre des Affaires culturelles, par exemple, qui était venu. Beaucoup d'officiels, en tout cas, sont venus assister pour encourager ce festival. Et nous, on aura au bout du fil une cinéaste, qui s'appelle... Non, pas une cinéaste plutôt. Elle est dans le cinéma. Elle a fait des études et surtout, elle est là pour l'hommage qui a été rendu à Jocelyne Saab, qui elle est cinéaste et photographe. Donc elle s'appelle Mathilde Roussel. Elle sera avec nous par téléphone tout à l'heure. Ça, c'est la partie ciné. Hein. D'accord, la partie ciné. Évidemment, avec une chaleur pareille, c'est vrai que depuis quelque temps, s'il y a quelqu'un qui fait de l'ombre encore une fois dans ce monde-là de la Tunisie, c'est bien comme Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, donc le 3 août aujourd'hui, c'est l'événement, c'est son anniversaire, qu'on continue à le fêter. Et continue à faire de l'ombre à tout le monde en fait. Exactement. On est content qu'il y ait de l'ombre en fait avec un soleil pareil. En tout cas, de quoi dire joyeux anniversaire à Bourguiba, on lui fera un petit hommage tout à l'heure. J'ai préparé un petit quelque chose, un petit texte, mais aussi un petit extrait. Je pense que c'est une de ces interviews qui a le plus marqué, je pense, tous les Tunisiens, mais particulièrement une interview en français. On l'écoutera tout à l'heure avec une phrase connu de tous, on le découvrira dans la deuxième heure pour Bourguiba. Sinon, ça sera la deuxième heure. Sinon, alors évidemment, à 17h50, c'est vrai qu'il est là de plus en plus. On va écouter ceci. Pour l'œil et pour l'oreille. Une chronique de Habib Ben Salha. Bonjour maman, dis-moi pourquoi les femmes écrivent? Que cherchent-elles? Mon copain trouve que tout est du pareil au même. Un écrivain ou une écrivaine? Une écrivaine? Quel mot défaillant! L'écriture, c'est quoi? Ça tisse, ça brode, ça noircit de la paperasse. Que coûte la littérature au féminin?
un stylo à 200 millim, un cahier d'écolier quadrillé, l'oubli de la cuisine de la maternité, ce n'est pas la fin du monde. Ma fille, quand on aborde sans préjugés le monde des femmes, on est d'abord tenté de croire qu'elles ont tellement de charges qu'elles n'ont pas le temps de chatouiller la gamme des sons, des mots ou des couleurs. Mais... Voilà, Ça la donne suite. envie, hein. Bah oui, absolument. La suite, pourquoi les femmes écrivent? C'est parce qu'elles détestent faire la cuisine. Pas du tout. Alors j'ai comme l'impression que c'est une chronique plutôt féministe qu'autre chose. Donc on va écouter. Non, mais je plaisante. C'est incroyable, les femmes, dès que tu dis un rien. Ah bon, tu n'as pas les femmes? Non, si, mais ça va. Mais moi, je trouvais que c'était bien parce que hier, Habib Salah, j'ai au téléphone, il m'a dit voilà, ça a commencé avec pourquoi les femmes écrivent. Et je lui ai dit parce qu'elles n'aiment pas faire la cuisine. Mais oui, lui, au départ, il ne m'avait pas écouté. Puis après, je répétais parce qu'elle n'aime pas faire la cuisine. Et là, il a rigolé un peu. C'est vrai que vous aimez faire la cuisine? Moi j'aime bien, oui, je cuisine. Et j'aime bien écrire aussi. Moi j'aime bien manger. C'est vrai que c'est plus difficile ça déjà. C'est compatible. Non, c'est vrai que j'aimais bien faire la cuisine aussi. Et je trouve que c'est un art, mais mis à part ça, c'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme tout. Ce matin, aujourd'hui, je venais en voiture et j'ai pris une vieille dame avec moi parce qu'il faisait trop chaud et elle devait monter à la côte. Et elle m'a dit, vous allez où? Je dis, je vais travailler. Elle m'a dit, vous allez travailler à Tunis? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, vous savez que je ne me rends pas du tout compte de la chaleur. Elle m'a dit, comment vous faites? Je lui ai dit, ce que je vais faire me plaît tellement en plus que j'oublie qu'il fait chaud, que je ne sais pas quoi. Donc l'amour que j'ai pour le travail dépasse de loin tout le reste. La passion, Absolument. exactement, il n'y a que ça de vrai. Sinon, on avait oublié un petit sujet qu'on va traiter, c'est c'est de la musique qu'il s'agit, donc un spectacle très intéressant parce que c'est un spectacle engagé, parce que c'est un spectacle original. Ça s'appelle Mozart entre deux rives, c'est prévu pour le jeudi prochain, donc à l'Acropolium de Carthage, et c'est une histoire tout à fait sympathique, intéressante, que va nous raconter d'abord Hela Benour, qui est bénévole à l'association SOS Gamart Village, parce que tous les bénéfices iront à ces villages-là, dont on avait parlé il y a quelques temps. D'autant plus que c'est vrai qu'ils ont un budget qui a été un petit peu réduit, exactement, voire beaucoup. Donc il faut trouver quand même d'autres solutions, et c'est bien, c'est ça. Le hasard et la nécessité, c'est ça aussi. Ça veut dire quand on est dans le besoin, on a besoin de créer pour trouver. Et c'est là où on travaille, l'imagination travaille. Exactement, et c'est très original parce qu'il y a des musiciens de France et des musiciens de Tunis. C'est pour ça que de Tunisie carrément, et c'est pour ça que ça s'appelle Mozart entre deux rives. Et l'artiste musicienne va nous expliquer comment on l'a mis en place, ce spectacle. Il s'appelle Houdé Koubra, ce sera tout à l'heure. Absolument, et si vous aimez le cinéma et vous aimez le Mozart également, je vous conseille quand même de revoir le film de Miloš Forman, Wolfgang Amadeus Mozart. Voilà, mais c'est vrai que c'est un grand film, c'est un très grand film, et comme Miloš Forman pour moi c'est un grand, c'est celui qui a réalisé Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais voilà, nous y sommes, il est 17h17, devant on va écouter de la musique, bien sûr, Harlem Shuffle, les Stones. Édition du festival international de films amateurs à Kelibia. C'est le FIFAC, le fameux FIFAC, plus connu donc sous ce nom. Ça a démarré jeudi dernier, ça se poursuit jusqu'au 6 août avec un petit décalage de quelques jours, évidemment, suite au deuil. C'était prévu pour le 28 juillet jusqu'au 3 août. Et là, donc, ils ont fait la cérémonie d'ouverture jeudi dernier. Il y avait pas mal de, bien sûr, de cinéastes, de gens du cinéma, mais aussi il y avait des officiels. Il y avait, par exemple, le ministre des Affaires culturelles qui était présent. Le festival cette année est dirigé par Ayman Gili, tout comme l'année dernière. Il y a plusieurs réalisateurs, plusieurs cinéastes qui sont venus un petit peu partout, de nombreux pays, 21 pays en tout. On compte, par exemple, je vais citer quelques-uns, donc le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Iran, la Turquie, l'Allemagne, la Syrie, l'Italie, Burkina Faso, la France, l'Espagne. En tout cas, plusieurs pays participent actuellement à cette 34e édition. C'est aussi en termes de temps, c'est la 55e année depuis que ce festival existe. Ça se passe généralement au théâtre plein air de Kelibia pour les projections de films. Il y a 37 films en compétition officielle et 7 ateliers différents. Et après, il y a des soirées spéciales et hommages. Et en parlant de soirées spéciales et hommages, on a eu une hier qui était rendue à la cinéaste et photographe libanaise qui nous a quittés en début d'année, Jocelyne Saab. Et donc, celle qui l'a longtemps accompagnée, qui a étudié son œuvre, qui était qui a un petit peu suivi son parcours, c'est Mathilde Roussel. Et c'est celle qu'on va avoir au bout du fil. Justement, on va la recevoir avec ceci.
frère, voici le temps venu d'aller parier pour mon salut. Mathilde est revenue. Voilà, Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une Un bonne petit manière. accueil musical. Hein. Oui, c'est sympathique. Mathilde Roussel, Doctorante en études cinématographiques. Et vous avez donc travaillé beaucoup concernant engagée dans les actions culturelles au Liban. Oui. Mathilde Roussel, juste pour vous présenter, donc vous êtes engagée dans le Festival international du film de la résistance culturelle. C'était sous la direction de Jocelyne Saab qui nous a quittés cette année, donc en début d'année, en janvier. Vous êtes également l'une des premières à avoir travaillé en profondeur l'œuvre de Jocelyne Saab dans sa globalité. Et évidemment, vous faites partie de l'association Les Amis de Jocelyne Saab, mais vous êtes aussi au FIFAC en tant que membre du jury, c'est ça ? Oui, international. International, de la compétition internationale. Donc vous êtes arrivé, vous êtes arrivé dès le démarrage du festival. On va un petit peu parler de cette édition, comment vous l'avez trouvée, cette édition, malgré ce qui s'est passé, malgré le décalage. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois au FIFAC. Et pour être très honnête, en tant qu'invité, on ne se rend pas du tout compte du décalage. C'est parfaitement organisé et c'est dans une joie de vivre qui est très agréable à partager avec les gens. Et puis Kelebia, c'est une très belle ville en plus. Vous avez la mer. Oh, c'est génial. Vous avez profité un petit peu de la mer ? Oui, bien sûr. Ah bah oui, absolument. Il ne manquerait plus que ça. Alors évidemment, parlez-nous un petit peu de Jocelyne Saab, puisque apparemment c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et qui... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé donc à cette grande réalisatrice libanaise ? J'ai eu la chance de faire un échange universitaire à Beyrouth en 2013 et je l'ai rencontrée au Liban. Et j'ai eu envie de travailler sur son œuvre en voyant l'engagement qu'elle avait vis-à-vis l'engagement politique, mais aussi l'engagement humain qu'elle a vis-à-vis des gens qu'elle filme. Et en fait, elle m'a embarqué directement dans sa grande aventure qui était le Festival Résistance Culturelle, qui a donc tenu pendant 3 ans dans 5 villes du Liban. Et j'ai décidé de continuer à travailler avec elle, parce qu'elle était très... évidemment, on apprend beaucoup de choses de contact de gens comme ça, qui sont très dynamiques, très riches, très créatifs aussi. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie dans ses derniers travaux, qu'elle a quand même réalisé encore 3 courts-métrages après le festival. Et elle a écrit et produit une œuvre, un livre aussi, qui rassemble ses photographies, qui est sorti juste avant sa mort, en 2018. C'est-à-dire que vous avez continué à travailler sur les œuvres qu'elle n'a pas pu finir, c'est ça ? Oui, même des œuvres qu'elle a terminées en fait. Elle a réalisé 3 courts-métrages, 2 en 2016 et 1 en 2018, qui sont des courts-métrages plutôt d'art-création, qui sont plutôt destinés à les musées, mais qui ont quand même circulé pas mal dans le monde au moment de leur sortie, en tout cas dans ceux de 2016. Qui montre aussi son passage vers l'art contemporain, parce que je suis une artiste pluridisciplinaire qui a finalement un peu quitté le cinéma pour s'intéresser plutôt à la photographie et à l'art vidéo. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jocelyne Saab, par rapport aux artistes engagés ? Vous avez parlé bien sûr d'engagement, de politique et humanitaire, mais qu'est-ce qui vous a... C'est plutôt un feeling ou autre chose ? Je pense que ce qui est particulièrement intéressant avec quelqu'un comme Jocelyne Saab, surtout dans la région et particulièrement au Liban et au Moyen-Orient, c'est qu'elle a toujours été très très engagée sans être militante. Elle n'a appartenu à aucun parti politique, elle n'a jamais été financée par des partis politiques. Et donc quand elle parle d'une cause, que ce soit la Palestine, que ce soit le Front Polisario dans le Sahara, que ce soit celle des Kurdes, elle en parle avec le cœur en fait. Elle va voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils représentent idéologiquement. Et du coup, elle dresse un portrait qui est très très émouvant aussi de ces populations opprimées, qui donne finalement, avec le recul de l'histoire, une neutralité vis-à-vis du message politique qui est très intéressante, parce qu'on a des témoignages qui sont beaucoup plus réels que dans le cadre d'un film de propagande financé par un parti. Exactement. Juste Absolument, pour petite parenthèse, donc par rapport à Jocelyne, pour donner quelques informations, elle a aussi été reporter de guerre, elle a réalisé justement ces films documentaires sur la guerre d'octobre en Égypte, le Kurdistan, la guerre d'Irak, l'Iran, la Syrie, le Golan et le Liban. Donc c'est ce qui fait que
elle a ce regard, comme vous le dites, neutre, pas politisé, et pourtant les guerres, c'est politique. Hein. Doctorant donc en études cinématographiques, Mathilde, vous vous intéressez, j'imagine, au cinéma donc politique quelque part, comme Costa Gavras, comme d'autres grands cinéastes qui ont d'ailleurs porté des sujets très importants au cinéma. Je ne sais pas, celui qui a fait l'attentat, je ne me rappelle plus très bien, c'est un cinéaste français que j'aimais beaucoup également. L'attentat, à l'époque, l'affaire Ben Barka. Comment Ziad Douéri, le Libanais Non, il s'agit d'un Français, c'était donc l'attentat. Il y avait bien sûr les films de Costa Gavras. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est une denrée rare, les cinéastes qui, bien sûr, parlent et racontent et en même temps essaient de passer un message politique au cinéma? Je pense que la question du politique a changé, en tout cas, absolument. À notre époque contemporaine, partout, même en Europe. Finalement, la question du politique ne peut plus s'imposer comme elle a pu l'être dans les années 70-80, où on croyait encore en un engagement qui pourrait changer les choses, qui pourrait changer le monde. Mais je pense que le film politique existe toujours, mais ça passe peut-être plus par des biais sociaux. On continue à faire des portraits de personnages complètement opprimés par une société qui les dépasse. On critique quand même beaucoup le capitalisme dans le cinéma contemporain. Même si c'est d'autres manières de faire, c'est encore, je pense, vivace. Et je pense que justement, le cinéma est là aussi pour nous obliger à nous poser des questions. Et c'est en nous posant des questions qu'on est capable aussi de changer les choses. Donc, à mon sens... Est-ce que c'est aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, le monde politique aujourd'hui qui, quelque part, un peu moins dans la doctrine, un peu dans l'idéologie et qui, quelque part, il se perd un peu dans la mondialisation, fait que le cinéma aussi n'a plus beaucoup de sujets. C'est vrai. D'un côté, le fait que le capitalisme se soit investi partout et que l'idée d'une gauche n'a plus vraiment de porte-parole, ça fait que le cinéma aussi est obligé de se replier un peu sur lui-même et on a beaucoup de cas, les biopics explosent. On veut raconter la vie de gens illustres. Mais ces gens illustres ont été aussi illustres par leur position politique souvent, ou en tout cas par l'image qu'ils ont pu rendre, donner et le côté iconique qu'ils portent pour les jeunes. Et généralement, ça remue quand même un peu du politique. Donc même si les sujets sont différents et qu'on ne peut plus se battre pour des idées comme on a pu le faire avant, je ne pense pas que le cinéma politique soit mort pour autant. Mais c'est vrai qu'on n'a plus aujourd'hui Costa Gavras, que ce soit Z ou autre, ou bien Sacco et Vanzetti, qui était un film que j'ai adoré à l'époque. Je crois c'était un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est vrai que ce cinéma-là se perd beaucoup parce que la mondialisation. Est-ce que c'est dommage, d'après vous, que le monde aujourd'hui, qui se perd un peu dans la mondialisation, perd aussi beaucoup de ses valeurs? Évidemment, bien sûr. C'est triste de voir aussi que la jeunesse ne croit plus vraiment en l'idée de pouvoir changer les choses. C'est quelque chose de dramatique, parce que si les jeunes ne changent pas les choses, qui peut bouger les lignes? Tout à fait. Et c'est une question qui revient beaucoup, et notamment dans le très jeune cinéma, et dans le cinéma contemporain, et dans la région aussi. Et c'est vrai que le FISPEC permet aussi d'avoir un regard sur ça. Parce qu'en voyant les films de jeunes qui n'ont pas eu cette formation ou qui sont au début de leur formation de cinéaste finalement, puisque même si ce sont des films d'école, c'est un premier film et c'est quand même des films qui sont censés pouvoir porter aussi des idées d'une jeunesse qui a enfin un encadrement pour pouvoir s'exprimer. Finalement, on est face à des films qui n'osent pas prendre de position claire ou qui ne veulent pas prendre de risques. Donc, ce que j'ai vu jusqu'ici me semble assez consensuel et c'est un peu étonnant pour un festival qui a l'héritage d'un cinéma très engagé et une position très engagée aussi vis-à-vis du cinéma. Quoique le cinéma aujourd'hui, en fin de compte, en tout cas du côté de ce côté-là de la Méditerranée, qui parle beaucoup aussi de l'immigration, de ces personnes qui partent réellement avec un risque énorme pour parfois ne pas arriver donc à l'autre port, c'est aussi donc quelque part un message politique parce que tout simplement c'est aussi une suite logique, illogique de ce qui se passe chez eux pour qu'ils soient obligés de partir ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà, Mathilde Rouxel, on dit Rouxel. Alors on le prononce le X. Juste pour finir, par rapport à la soirée hommage hier, la soirée spéciale, et puis par rapport à la rencontre de ce matin également. C'était autour de ça, donc en présence de l'association Les Amis de Jocelyne Sab. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces deux événements? D'abord, comment vous les avez vécus, vous les avez trouvés à quel point était-ce émouvant déjà pour vous? Oui, c'est ça, c'était très très touchant.
c'était très touchant parce que particulièrement ce matin, ce qui était intéressant avec la séance de ce matin, c'est que les gens ont pu prendre aussi la parole. Et les gens qui sont venus assister à cette conférence, pour beaucoup, connaissaient Jocelyne et avaient aussi leurs histoires à partager. Et c'était très émouvant de voir que finalement cette survivance qui nous semble nécessaire à nous, parce qu'on connaît très bien Jocelyne et qu'on a cette nécessité de vouloir faire vivre ce qu'on a aimé et à travers son œuvre aussi la personne qu'on a suivie et avec qui on a travaillé, on voit que les gens qui connaissent simplement son travail de cinéaste sentent aussi cette urgence de restaurer, de prendre soin de ces films et de diffuser un peu mieux ce patrimoine-là, de faire connaître aux jeunes. Et c'était quand même intéressant de voir que les gens ne sont pas partis non plus au film d'hier. Il y avait quand même du monde pour voir et constater un petit peu qu'est-ce qu'on était capable de faire dans les années 70. Et pour une jeunesse qui est au début de sa création, je pense que c'est très important. Et je remercie le FIFAC et je pense que c'est vraiment une démarche incroyablement ce travail de mémoire aussi, de faire ce travail de mémoire auprès des jeunes. Exactement. Mathilde, vous pensez un jour faire du cinéma? Vous faites déjà du cinéma? Vous avez réalisé quelque chose depuis que vous avez eu votre doctorat en études cinématographiques? On fait du cinéma amateur peut-être un petit peu. Comment? On fait du cinéma amateur un petit peu, mais pour l'instant, non, pas de projet de film dans le cadre de ma carrière à moi, non. J'espère que la prochaine fois, on va prendre Mathilde qui joue bien sûr les compétitions les plus importantes. Le Festival de Cannes. Oui, il faut imaginer, il faut rêver. Sinon, comment peut-on arriver à faire Si c'est une artiste engagée, on va rester, je pense, du côté de FIFAC plutôt que de Cannes. Hein. Non, pourquoi non. Pas spécialement. Ça peut être un film politique et puis en même temps engagé et qui ira jusqu'au Festival de Cannes. Pourquoi pas? Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup Mathilde. Merci pour... Vous savez déjà qui est le film gagnant? Non, pas encore. Non, pas encore. Il nous reste encore quelques séances. Bonne baignade. Non, Tiens. plutôt bon festival plutôt. Mais bien sûr, bon festival. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous, au revoir. Merci et à très bientôt, 17h36. Alors on va écouter un peu de musique. Pour rester dans la musique, on va rester dans la musique. On va écouter de la musique et parler de musique. Et après on va parler de Mozart. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et toute la musique sur Radio Tunis à l'Inter. RTCI. La radio du soleil. Black Man in the White World, ça c'est Michael Kanuka à 17h40 à Radio Tunis à l'International, puis à l'oreille. Eh bien, on continue, comme on vous a donc proposé au sommet de cette émission. Donc, on continue donc dans les rubriques. Après le cinéma et après le Festival international du film amateur qui est bien, on a eu avec nous par téléphone Mathilde Roussel, qui fait partie bien sûr de ce festival, doctorante en études cinématographiques. Elle est membre du jury, oui. D'accord. Sinon, alors là, on passe à autre chose. Là, on passe à autre chose, à de la musique, à Mozart. On parle des deux rives de la France et la Tunisie avec un spectacle tout simplement intitulé Mozart entre deux rives qui sera joué le jeudi prochain, jeudi 8 août à partir de 22h. C'est organisé par l'orchestre Les Jeunes Cordes de France, l'association Les Amis de Sherazade et puis la chorale de Tunisie 88. Ensemble, ils collaborent pour ce concert caritatif très exceptionnel, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi en plus au profit des enfants de l'association SOS Village Gamart. Et nous avons donc deux personnes au bout du fil parce que voilà, l'une est en train de mettre en place ce spectacle, l'autre n'est pas sur Tunis. Donc Hela Bennour, elle est bénévole dans cette association SOS Gamart Village. Hela, vous êtes là? On va vérifier si tout le monde est là. Bonjour, je suis là. Oui. Parlez Super. plus fort. Et voilà, essayez juste de parler plus fort, toutes les deux. Et puis l'artiste de l'autre côté, c'est Houdé Kouba. Vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien. Houdé, c'est bon pour le ton. Et là, on va augmenter un petit peu le volume. On va y arriver. Mais c'est ça aussi, la musique. Il faut équilibrer, il faut que ça soit bien. C'est ce qu'on appelle la balance avant de commencer un spectacle. Tout à fait. Et ça fait partie des prérogatives des concerts. Voilà. Hela Benno, je vais commencer par vous parce que on va faire une petite mise à jour par rapport au village, à l'association SOS Gamart Village, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines déjà de cette réduction
question de budget, de ces problèmes financiers. Et puis, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis, comment vous avez réussi à lever quelques fonds. Et d'ailleurs, on va parler de cette action qui en est une. Merci Rabia. Alors pour revenir à l'action de médiatisation qu'on avait entamée il y a 2 mois, Oui. il y a eu une belle mobilisation de la société civile parce qu'en fait l'association SOS Village qui regroupe 500 enfants dans les 4 villages de Tunisie et Oui. 1000 enfants autour des 4 villages qui sont pris en charge partiellement, cette association a un gros risque. En fait, ce n'est même plus un risque, c'est une réalité. En 2020, SOS International nous lâche et on ne sera plus financé par SOS International. Face à cela, nous avons été obligés de médiatiser le problème. Nous avons eu des dons de la Tunisie, de toute la Tunisie, mais aussi de l'étranger, de patriotes tunisiens et étrangers aussi. Et c'est dans ce cadre-là que Houdé intervient, Houdé Kouba, mon ami et notre chef d'orchestre tuniso-française, qui avait suivi la campagne et qui, une fois en Tunisie pour faire le spectacle à Aljam, s'est dit pourquoi pas offrir un spectacle pour les enfants de SOS. Voilà. Ah, c'est fabuleux ça. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était une jolie histoire à raconter quand même, parce qu'il y a de l'amitié derrière, il y a de la solidarité, il y a l'associatif, le travail associatif, et puis il y a l'art pour réunir tout ça. Houdé, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui. Alors l'idée aussi, c'est original parce que c'est pas n'importe quel spectacle, c'est pas des jeunes musiciens qui viennent jouer du Mozart uniquement. Donc il y a toute une histoire derrière. Il y a des enfants que vous avez formés, il y a un chœur que vous avez monté, un chœur polyphonique, et puis il y a des projets qui se mettent en place. Et vous venez aussi avec d'autres musiciens avec vous depuis la France. C'est ça, c'est ça. Écoutez, moi, vraiment, j'ai l'honneur, j'ai la chance de pouvoir servir de trait d'union, en quelque sorte, entre toute cette dynamique qui s'est mise en Tunisie, dont je vais prendre quand même le temps de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche tout particulièrement. C'est l'association Tunisie 88, qui est en train d'œuvrer au niveau musical sur tout le territoire tunisien, qui intervient pour monter des clubs de musique dont quasiment tous les lycées du territoire. Donc pour le moment, on en a fait une centaine et on va attaquer un deuxième projet sur 3 ans pour ouvrir tous les lycées, donner accès à tous les lycéens qui veulent, évidemment, ce n'est absolument pas une obligation, mais tous ceux qui sont tentés, qui sont intéressés par la musique, qui ont une... Par la musique classique, vous parlez, hein, bien sûr, essentiellement. Non, pas forcément. D'accord. Non, pas forcément. Non, on n'a pas du tout de comment dire, on n'impose rien, c'est des enfants qui sont eux-mêmes, qui ont déjà leur pratique musicale, et on ne cherche pas spécialement à les orienter ou à imposer un genre. Par contre, effectivement, on les ouvre sur certaines choses. Il y a des gens, il y en a qui font du jazz, ils chantent de la musique arabe merveilleusement bien. Des fois, je me dis, je n'ai rien à leur apprendre, ils font ça superbement bien. C'est des enfants vraiment talentueux. Et j'ai eu cette possibilité, comme ça, je dis c'est vraiment une chance, un hasard qui s'est comme ça. J'ai eu 80 gamins en même temps, jeunes, gamins. Ils ont entre quel âge et quel âge à peu près? Je dirais entre 15 et 18. Très bien. Voilà, c'est le lycée en fait. Oui. C'est tout le lycée, les 4 dernières années de lycée. Donc, je les ai fait travailler et puis, par hasard, il y a un groupe qui s'est un tout petit peu montré un tout petit peu plus favorable pour le travail polyphonique. C'est-à-dire, il faut que ça nécessite une compétence particulière, c'est-à-dire l'écoute, avoir la possibilité de chanter les mêmes choses en même temps, mais des choses différentes, c'est-à-dire on met l'accent sur la polyphonie, sur les notions d'harmonie, de tension, de détente, et pour les voix. Et finalement, c'est des enfants où on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. C'est ça qui m'épate, moi. Je suis vraiment éblouie par cette... Et puis, ils en veulent. Et ils sont très demandeurs. Et du coup, moi, je les vois 3 fois par an. Je passe avec eux 10 jours. Donc, ce projet, on l'a monté sur 3 stages. Oui. Et là, on a commencé aujourd'hui le travail ensemble. Et franchement, c'est très, très... Donc là, vous parlez du projet Mozart entre deux rives, hein, parce qu'il y a eu quand même une présentation l'année dernière à Aljam, c'est ça?
Alors non, Non, c'était pas la même équipe. On les a présentés avec l'orchestre autrichien, avec un D'accord. orchestre autrichien, et on les a préparés sur un projet autrichien en langue allemande. Ils ont chanté des polkas de Johann Strauss. Et pareil, les gens attendaient un petit groupe comme ça qui chantonne, et ils ont ébloui les gens parce qu'ils sont capables. C'est ça que j'ai envie de dire. Nous, on est en train de travailler sur l'excellence. On n'a pas envie de dire, ah, bon, Géranie, ils vont chanter un petit ils vont chantonner un peu avec l'orchestre, et puis on va les applaudir, et au revoir et merci. Non, 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 c'est pas du tout. Ah bon, il n'y a pas de merci alors. Hodé, concrètement aussi, il y a le contenu qui est assez original pour ce projet, pour Mozart entre deux rives. Vous m'en avez parlé un petit peu en off. C'est ce côté, cette œuvre sacrée que vous allez présenter sous ces deux cultures, on va dire, c'est ça? Oui, alors nous, enfin, moi j'ai commencé par élaborer ce projet en France. C'est-à-dire, on a choisi Mozart entre deux rives parce que M. Gallagher, Campbell Gallagher est pianiste. Et donc, on a cherché à aussi le faire jouer en tant que pianiste. Et j'ai mis en place aussi, il y a un orchestre qui va nous accompagner. Donc, une œuvre autour de Mozart. D'accord. Très bien. Ils vont jouer une messe qui s'appelle la messe de la Trinité. Jusque-là, c'est classique. C'est classique et c'est sacré parce que 80% du répertoire vocal est sacré. C'est comme ça, c'est la tradition, surtout à l'époque de Mozart. Voilà. Donc, alors, comment on va faire pour faire rencontrer les cultures? Eh ben, on a commandé une œuvre à Fedi Blanchman sur des textes de Rabah al-Adawiya et de Al-Hallaj et Ibn al-Zafar. Et puis, il nous a préparé cette œuvre-là en langue arabe. Et l'original, c'est de faire chanter des Français en langue arabe. Et, oui, et inversement. Et inversement, les enfants vont chanter en latin. Inversement proportionnel. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que les Tunisiens vont chanter en latin, Odé, c'est ça? Ils vont chanter en latin, oui, voilà. Parce que, voilà, c'est la tradition, voilà, les messes sont en latin. Donc, ils ont appris, ça dure 30 minutes à la messe de Mozart. Donc, ils l'ont appris, là, on est en train de la répéter, ils sont fantastiques. Et donc, ça, c'était la première répétition, c'est ça, aujourd'hui? C'est la première fois que je les rencontre. Non, mais ça nous fait plaisir de les écouter enfants. Donc, ils sont là, il faut admirer la modestie de Hodé. Hela Benour, oui, allez-y. Oui, on vous je écoute. vous disais que j'admire la modestie de Hodé, qui est une grande chef d'orchestre. Bah oui, justement. Quand elle parle des enfants, elle ne dit pas je le... Ah oui, là par contre, on ne vous entend plus, on entend les instruments. Voilà, et là ils sont en train de jouer, ils sont en train de s'amuser parce que je vais redonner une pause en fait, le temps de... c'est bien si le temps de la pause il joue. Donc tous ces gens, tout ce beau monde, ça sera le jeudi prochain à 22h à l'Acropolium. Alors, à l'Acropolium, il me semble que c'est 20h ou à la 22h, précisément. Il me semble que c'est 20h. C'est 20h C'est 20h sur l'affiche, on a mis 20h. D'accord, donc sur la page, sur l'événement Facebook, il faut corriger, parce que c'est 22h. Donc, sinon, Hela Benour, juste un petit mot sur le prix, la billetterie, comment, c'est-à-dire la donation. Les billets se vendent au guichet de l'Acropolium déjà, à partir de maintenant. Ouais. Le prix, c'est 20 dinars. C'est très raisonnable et abordable. C'est une cotisation, exactement. Oui. Et puis, évidemment, s'il y a des dons, c'est les bienvenus. La mobilisation pour les enfants SOS doit continuer parce que les enfants ont des besoins constants et quotidiens et ça ne doit pas s'arrêter. La mobilisation. Et oui, et je pense qu'une émission, je veux dire, en direct, ici au studio, il faut absolument, c'est indispensable parce que c'est par téléphone comme ça, 5-10 minutes, c'est pas assez. Je pense qu'il est de toute urgence de faire une émission, une grande émission. On fera un passage d'ici. C'est une invitation pour faire. Évidemment. Oui, c'est important, absolument. On essaiera de booker ça d'ici, avant jeudi en tout cas, 20h, je rectifie l'horaire. Merci beaucoup mes amis. Après jeudi, ça sera samedi prochain. Aussi pour revenir. Pour voir un peu ce qui s'est passé, comment ces enfants ont été appréciés par le public et comment elle et Houda donc
en trouver le résultat et puis parler du futur surtout et que ça soit au niveau de la des musique. associations, la Absolument. chorale de Tunisie 88, l'orchestre des jeunes cordes de France et puis l'association Les Amis de Sherazade, mais aussi l'association Donc, SOS les billets. Village. SOS Village. Voilà. Alors les billets, parce que ceux qui nous écoutent voudraient savoir pour où est-ce ils vont chercher les billets, puis à peu près le prix, quoi. Donc les billets sont en vente à l'Acropolium, au guichet de l'Acropolium, déjà, à D'accord, partir oui. de maintenant. Oui. Et le billet coûte 20 dinars. D'accord. Voilà, merci Donc beaucoup. voilà, messieurs, dames, allez-y Voilà, je voir profite aussi de dire que le lendemain, ça se passe à El Jem. Nous faisons le même spectacle. Dans Demain, le c'est cadre à El du Jem, festival d'El Jem. Donc nous vous attendons aussi nombreux. Super. Voilà, merci beaucoup. Mais Merci à nous vous. vous remercions C'est moi qui beaucoup vous parce remercie. que vraiment c'est touchant, d'autant plus que vous faites vraiment un effort et puis en même temps un travail de fond pour la Tunisie et ça nous touche énormément. Mozart entre deux rives, l'événement Facebook, vous le trouverez pour toutes les informations. Hela Benour, Houdé Kouba. Merci beaucoup, mesdames. C'était Et pas mal du bravo tout. Houdé, bravo Au Houdé. revoir. Merci beaucoup. Oui, dites-vous merci toutes les deux là. On peut rentrer à la maison là. Nourdine, la suite. La suite, ça va être ça pour l'oreille, pour l'œil et pour l'oreille. Encore plus, si c'était encore pour Dont la on bouche avait et- écouté un et le petit coup, ça aurait été extrait. une prise de tête. Et on parle de femmes. Pourquoi elles écrivent, les femmes? Ah oui, pourquoi elles écrivent les femmes? Parce qu'elles ont un stylo. Pour l'œil et pour l'oreille. Une chronique de Habib Ben Salha. Bonjour maman. Dis-moi, pourquoi les femmes écrivent? Que cherchent-elles? Mon copain trouve que tout est du pareil au même. Un écrivain ou une écrivaine? Une écrivaine? Quel mot défaillant! L'écriture, c'est quoi? Ça tisse, ça brode, ça noircit de la paperasse. Que coûte la littérature au féminin? Un stylo à 200 millim, un cahier d'écolier quadrillé, l'oubli de la cuisine de la maternité, ce n'est pas la fin du monde. Ma fille, quand on aborde sans préjugés le monde des femmes, on est d'abord tenté de croire qu'elles ont tellement de charges qu'elles n'ont pas le temps de chatouiller la gamme des sons, des mots ou des couleurs. Mais pour peu qu'on les observe attentivement, on est bien vite étonné. Le monde des femmes est une partition. Ces éléments ne se comprennent que simultanément. Féconde, nourricière, fatale, cruelle, généreuse, fragile, rusée, victime, bourreau, ce jeu est la plastique même de la stérilité et de l'ignorance. Il me semble que la force de la vie, sa vérité, réside dans le mouvement. L'écriture féminine, ma mère, est-elle alors un aveu d'impuissance? Il paraît que l'on n'écrit pas lorsque tout va bien. Qui a dit que la littérature est douleur ou ne l'est pas? Ma fille, on ne saurait mieux énoncer les failles de tout énoncé total. Voyons, ma grande, l'écriture nous met à l'épreuve. Elle se nourrit de nos faiblesses. Et puis les mots, selon les grandes personnes, habitent en nous de longs moments. Ils tapissent nos corps, nous trahissent. Et pourtant, les échos clament que l'inouï est là, à côté, tout prêt à jaillir. Faire parler le silence, s'offrir à la blancheur, c'est aussi être femme. Tout est parole, pensent les poètes, et écrire, c'est aussi naître de nouveau. Quand une romancière rêve, elle sert l'humanité même de l'homme. C'est une vocation ni entièrement masculine, ni exclusivement féminine. Qui a parlé de moitié entière? On met 9 mois pour concevoir un enfant. Combien d'années pleines faut-il pour écrire un roman? Qu'est-ce qu'alors, maman, que le roman féminin? L'appétit de vie, la passion, l'affirmation de soi caractérise-t-il les textes des femmes? Quelle question, ma chérie. Attends un peu. Qui a écrit La télévision et le chewing-gum des yeux? Une mâcheuse? Non, c'est un écrivain tunisien de langue française, un juif tunisien, Albert Memmi. Et qui a dit Aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l'amour, il n'y a rien à faire? Certainement un grand philosophe. Non, ma grande, c'est Marguerite Duras. Tu vois, ma fille, la belle formule est toujours oxygénée. On ne peut pas voir la face d'Ève sans Adam, d'Eurydice sans Orphée, de Antr sans Able, de Qaïs sans Lubna. L'écriture est une humilité, une merveilleuse foi dans l'humanité toujours perfectible. On devrait écrire comme d'autres font de la cuisine, du yoga
ou de la chimie, et les meilleurs plats ne sont pas toujours féminins. Si on écoutait les grands poètes, poésie, tout est poésie dans la femme, et tant pis pour les analphabètes. Pour l'œil et pour l'oreille. Une chronique de Habib Ben Salha. Voilà, c'était bien, c'était pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Habib Salha vous a raconté une histoire, toujours une espèce de fable comme ça, qui vient comme une puce à l'oreille, histoire de vous changer un peu les idées le samedi, puisque c'est puce à l'oreille de 17h à 19h. Il fait partie de l'émission et il fait partie de. Il a même été fait, il a été, je crois, le créateur du festival de Psy. Ça, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'en fait. Moi, quand je vois à la télévision, parfois, ils nous montrent des recettes de cuisine où il faut avoir un budget de 60, voire 100 dinars par personne, ce qui n'est pas du tout le but à la portée de tout le monde, et que ça serait bien qu'on nous fasse connaître les régions, qu'est-ce qu'ils mangent, l'art culinaire de ces gens-là, de quoi ils vivaient, que les gens qui n'avaient pas les moyens, comment ils arrivaient à se nourrir et être en bonne santé, alors qu'aujourd'hui, nous avons tout, et vous voyez parfois... Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas tellement... Les croissants et les cornflakes le matin. Voilà, croissants, cornflakes, sandwich. Pas déconner. Donc, Habib Salha, merci beaucoup. Pour lui, comme pour les autres, on va écouter I Can't Stand the Rain Against My Window. Juste après les informations, la deuxième partie, on va parler du grand monsieur, monsieur Habib Bourguiba, ex-président de la République tunisienne, le premier d'ailleurs. Et puis, la suite jusqu'à 19h. RTCI. Naturellement. Oh yeah, comment va? Oh yeah, comment va? 18h01 à la Tunisie internationale, deuxième heure de puce à l'oreille avec Raouya Khedr et Nourdine Chouch par hasard. Et puis... Il vient là tous les samedis par hasard, de 17 à 19h. C'est incroyable le hasard. Deuxième heure consacrée pour fêter l'anniversaire. On continue de le fêter. Le Big Boss, combattant suprême, comme l'aime Moi, je dirais le Big Boss, franchement. Le Big Boss, ah, ouais, ça lui va aussi. Ouais. Bourguiba était né un 3 août. Donc un jour comme aujourd'hui. Le mois d'août, tout à l'heure, Habib Salha me disait que c'était un mois très empreint de féminisme. Il y a cette date-là, le 3 août, la naissance de Bourguiba. Il y a le 13 août, la promulgation du CSP. Il y a aussi la fête de la femme, depuis, qui est célébrée tous les 13 août. D'accord. Donc voilà, c'est un mois quelque part où la femme a sa petite touche. Et je suis contente qu'il ait pensé à nous. Donc là, il ne faut pas vous absenter au mois d'août, hein, parce que franchement... Là... On va essayer d'être là, Non, mais Bourguiba, Nourdine, tu as un petit peu... Enfin, tu as vécu l'époque. Moi, je me rappelle juste des dernières baignades de Bourguiba. Oui, c'est vrai que bon, de toute façon, c'est tellement grand. On en a tellement parlé, Bourguiba, de toute façon, que ce soit les écrivains, les historiens, les artistes, tout ce monde, que ce soit Raja Farhat qui a parlé, mais sous d'un angle, je veux dire, beaucoup plus artistique et puis en même temps humoristique, mais parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait le sens du discours, de la communication, de la théâtralité, et c'est ce qui fait que... Il y en a beaucoup qui ont écrit. Hein. Bah oui, la semaine dernière, il y avait déjà Sophie Bessis qui avait écrit sur Bourguiba. Il y a eu des auteurs comme aussi Béji Kaitseb, a écrit sur Bourguiba. Mais ça, c'est évident. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, par exemple, comment à l'époque, les personnes qui n'étaient pas spécialement connues, qui n'étaient pas spécialement cultivées, qui n'avaient pas été réellement à la fac, ni à l'école, ni nulle part, parfois, je parle des femmes, je parle des hommes qui n'ont jamais été à l'école, parce qu'à l'école, à l'époque, l'école n'était pas pour tout le monde, parce qu'il n'y avait pas autant d'écoles, et Bourguiba n'avait pas encore commencé sa politique pour tout ce qui est scolaire, de scolarisation, et ce qui était un travail énorme, mais ce qui était éblouissant, c'est que tout simplement, il avait une telle magie, quand on le regarde, et quand on l'écoute tout simplement, parce qu'on écoutait beaucoup plus, et c'était à la radio. D'ailleurs, Orson Welles, on lui a posé la question, quelle est la différence entre la radio et le cinéma? Il a dit, la radio a un écran beaucoup plus grand.
Ça veut dire que tout simplement... Ça a plus d'impact. Ah oui, absolument. La radio suggère l'imagination, elle vous fait travailler l'imagination, ce qui n'est pas du tout le cas de la télévision qui vous donne une image, elle est là et puis c'est tout. Alors que la radio, elle Suggère. peut être... Oui, elle peut vous faire partir dans un flashback de souvenirs incroyables, elle peut vous donner des frissons parce que ça vous rappelle un moment, vous étiez je ne sais pas où. C'est ça la radio, c'est magique. Alors évidemment, Bourguiba, on écoutait beaucoup et je parle de ma mère, de mes tantes, des personnes, des dames que je connaissais qui vivaient à cette époque-là et qui étaient éblouies par le discours de Bourguiba parce qu'il les accrochait et ça durait une heure d'improvisation. Hein. C'est pas quelqu'un qui écrit un texte et qui parlait, quoi. Charismatique. Absolument, C'est absolument. le charisme. Oui. Et en même temps, bon, il était touchant, il était émouvant, il était capable de vous réellement de vous donner la chair de poule, comme de vous faire rire en même temps. Et le rire, c'était important parce que de temps en temps, il plaçait juste une vanne, une petite, mais de rien du tout, qui rend tout le discours mais vraiment très agréable. J'aurais aimé vivre cette époque-là. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est Puis que... très élégant, c'est vrai qu'il s'habillait très bien et en même clair. temps. Ouais. Moi, j'aurais aimé en tout cas vivre cette période-là. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, on en parle beaucoup de Bourguiba, de cette époque-là, parce qu'à un moment, il y a eu cette petite rupture. On essaie de nous faire oublier ce pan de l'histoire. Et donc nous, cette génération, donc Y Y plutôt, donc on a eu très peu d'informations par rapport au leader suprême. Et donc moi j'écris un petit quelque chose mais quand même aujourd'hui on a accès à l'information, à des vidéos, à des donc on vous peut avez encore écrit une lettre pour moi, c'est sympa. non, un petit quelque chose sur Bourguiba et puis un discours que j'ai beaucoup aimé de Bourguiba, enfin pas un discours, une interview qu'on va écouter tout de suite après. Je vais vous parler donc de pourquoi on écrit, pourquoi écrit-on, pourquoi parle-t-on autant sur Bourguiba? C'est ce que de nombreuses personnes, en tout cas, se disent. Moi, je dirais sans doute parce qu'il a été l'initiateur de la Tunisie moderne, mais certainement aussi parce que nous avons besoin de nous approprier notre histoire et de revenir sur les événements qui nous permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La question vient du cœur. Je suis donc cette personne-là qui a manqué d'informations, parce que l'histoire possède une logique implacable, quelle que soit l'approche qu'on en adopte, qu'elle soit linéaire, événementiel ou autre. Ces fils noués dans la trame du temps, imbriqués, enlacés, sont là et nous reprenons, nous, l'ouvrage pour le compléter, car nul ne peut défaire ce que le temps a tissé. Les Tunisiens que nous sommes ont des années durant appris l'histoire des autres. En tout cas, c'est ce que nous a appris à l'école. Il est donc temps de connaître la nôtre, de procéder à travers les récits des uns et des autres, on en citait quelques-uns tout à l'heure, à une introspection pour expliciter les clivages qui semblent diviser la société tunisienne et pour offrir à notre jeunesse qui le réclame des réponses claires. L'adage populaire précise: si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et de là où nous venons, la date d'aujourd'hui est symbolique puisque c'est celle qui a vu naître le bâtisseur de la Tunisie moderne, Bourguiba. Moi, si je ne devais garder qu'une date en tête pour exprimer son œuvre, ce serait celle du 13 août 1956, date de la promulgation du Code du statut personnel. Parce que c'est à travers ce CSP que Bourguiba a su s'appuyer sur l'émancipation féminine pour revitaliser toute la société tunisienne entière. Et cette démarche-là reste unique dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, dans quelques jours, nous célébrerons une fois de plus la fête nationale de la femme et ce sera bien sûr à cette date devenue importante pour le pays, le fameux 13 août. Alors pour célébrer d'abord le 3 août qui est tout aussi important puisque c'est quelque part renouveler notre reconnaissance pour tout ce qui a été fait et mis en place par celui qu'on appelle le combattant suprême, lui qui a construit quelque chose de solide, c'est ce qu'il le dit et nous l'avons prouvé, nous Tunisiens, encore une fois ces derniers jours lorsque nous avons dû faire face au décès du président Béji Caïd Sebsi qui, faut-il le rappeler, a été le trait d'union entre les deux Tunisie post-coloniale et post-révolution pour continuer l'œuvre de Bourguiba. Et donc oui, si Bourguiba, il avait justement donné les clés du monde moderne. Béji Caïd Sebsi, qui est quand même un élève à lui, a été le premier président réellement dans la modernité, puisqu'il a su réellement dans une démocratie. Ceux qui disent ce qu'ils appellent la Deuxième République. Absolument. Voilà, donc un petit extrait. Moi, ce que je retiens, c'est cette visite à Paris du président donc Habib Bourguiba. C'était le 27 juin 1972 où il a parlé des grands principes qui ont guidé l'action, qui ont guidé son action, Bourguiba, de comment son rapport dans cette grande lutte de la Tunisie pour la sortir du sous-développement, comment il a travaillé sur ça. Et donc c'est très intéressant, c'est 4 minutes, un condensé, j'ai envie de dire. On l'écoute.
Monsieur le Président, durant le long combat que vous avez mené pour l'émancipation de la Tunisie, vous vous êtes toujours montré fidèle à vous-même. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui quels sont les grands principes qui ont guidé votre action. Parce que la force de notre parti résidait dans le contact avec le peuple. C'est en élevant le niveau du peuple, en lui faisant comprendre, n'est-ce pas, ses droits, n'est-ce pas, le sens de la dignité, le sens, n'est-ce pas, de l'honneur, n'est-ce pas. C'est ce contact continuel par la bouche, par la voix, n'est-ce pas, et non pas simplement par les journaux, n'est-ce pas. Et comment agissiez-vous à ce moment-là, Monsieur le Président? Avec mon auto. J'avais une auto, une 6 cylindres, dans toute la Tunisie, par toute la Tunisie, dans tous les coins, dans les montagnes, n'est-ce pas, dans les plaines, dans le sud, dans le nord. C'était un travail extraordinaire. C'est comme ça que j'ai formé le peuple et que j'ai créé ce vaste sentiment d'affection, n'est-ce pas, de gratitude, n'est-ce pas, que vous voyez partout au seul nom de Bourguiba. Parce que j'ai circulé dans tout le pays, sans aucune autorisation. La réaction du gouvernement, quand il en avait assez, c'est de m'envoyer, n'est-ce pas, en exil, n'est-ce pas, ou en prison. Eh bien, je continuais, n'est-ce pas, mon travail. Quand je sors de la prison, de l'exil, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour reprendre, n'est-ce pas, mes tournées de propagande. Monsieur le Président, c'était votre premier voyage officiel en France. Oui, oui. Et j'aimerais vous demander comment vous le concevez. Est-ce que c'est le couronnement de toute votre œuvre ou est-ce que c'est au contraire une nouvelle impulsion que vous voulez donner au bon rapport entre la France et la Tunisie? C'est un peu les deux, vous savez. C'est un couronnement par rapport aux 50 années de lutte, n'est-ce pas? Mais comme cette lutte-là avait pour but justement de nous permettre de coopérer, d'élever le niveau du peuple, n'est-ce pas, de sortir du sous-développement, n'est-ce pas? Eh bien, la France s'est toujours trouvée là pour nous aider. De sorte que mon voyage, c'est pour moi un couronnement et pour nos deux pays, le renforcement des liens économiques, culturels, n'est-ce pas? Tous les liens possibles, imaginables, militaires, s'il le faut. Nous n'avons plus de complexe. J'ai combattu un demi-siècle sans haine, n'est-ce pas? Parce que j'étais formé un peu à la française. J'ai connu les facultés françaises, les lycées, n'est-ce pas, les écoles, n'est-ce pas? Et même les prisons, hélas. Et les prisons, oui. Beaucoup de prisons. Lorsque vous considérez le long chemin parcouru par la Tunisie et que vous faites le point de sa situation actuelle, quels sont les problèmes prioritaires qui vous apparaissent? Dès la fin de la lutte, nous avons commencé ce que nous avons appelé la grande lutte, estimant que la lutte pour l'indépendance, c'est une petite lutte. La grande lutte, c'est la lutte pour le développement. C'est la lutte pour élever le niveau du peuple, pour sortir du sous-développement, pour rattraper, n'est-ce pas, les pays, n'est-ce pas, civilisés qui ont leurs industries, qui ont leur agriculture, qui ont leur science. C'est pour cela que nous avons donné de grand crédit, n'est-ce pas, pour l'instruction. Et la France nous a aidés dans une très grande mesure en ce qui concerne les professeurs, n'est-ce pas, les instituteurs. Et nous avons maintenant des cadres valables, n'est-ce pas. Au début, nous n'avions même pas, n'est-ce pas, de cadre pour tenir, n'est-ce pas, une administration. Non, moi, je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi.